suis avec Frédéric Rouvière, troisième discussion, toujours sur ce même thème, mais qui se précise progressivement, cette question de l'autonomie du droit par rapport aux autres disciplines. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique au droit ? Est-ce que c'est vraiment le droit qu'on a besoin de se comprendre pour comprendre les décisions des juges, par exemple, ou est-ce qu'il faut comprendre autre chose, comme l'économie, comme la sociologie? Qu'est-ce qui est prioritaire? Et je reprends des discussions qu'on a eues il y a peut-être 10 ans maintenant, et le troisième thème de ces discussions, on avait parlé de ces choses-là dans l'ordre. On avait parlé d'abord de l'autonomie en général, puis on avait parlé de Richard Posner et de ces thématiques qui ont été très marquantes au XXe siècle. Et le troisième thème, c'était sur la question du pénal. Et parce que là, on pouvait croiser, toi et moi, une expérience différente, c'est que toi, tu avais principalement travaillé sur le droit civil, le droit des obligations, ça. Et moi, j'avais principalement travaillé sur le droit pénal, et notamment ce qu'on appelle le petit pénal, c'est vraiment les comparutions immédiates, la détention provisoire, mais où il y a beaucoup d'enjeux, parce que c'est des gens qui risquent de passer plusieurs années en prison. Je trouvais que cet exemple-là, j'arrivais pas à être convaincu. Tu m'avais réussi à me convaincre sur le principe en général, mais cet exemple-là, qui était mon quotidien d'avocat, eh bien, j'avais l'impression que moi, j'avais beaucoup mieux compris les comparutions immédiates quand j'avais découvert la sociologie du droit. Et que d'un coup, j'avais compris qui c'est qui allait en prison, qui c'est qui allait pas en prison. Alors que les manuels, le code pénal, le cours de DPG, comment on définit un complice, la tentative, tous ces trucs-là, ça servait à rien. Et alors, en revanche, de savoir que les paramètres qu'on regardait, c'était le casier judiciaire, le logement, le chômage, que ces paramètres, ils pesaient tant et tant dans l'équation, et voilà, d'un coup, ça permettait, la sociologie, en gros, permettait de faire mon activité d'avocat. Et donc, on avait parlé, et c'est là que tu m'as fait comprendre beaucoup de choses, parce que tu m'as dit, je me rappelle ce qui m'avait marqué, tu m'as dit, ah oui, mais là, c'est un exemple qui est différent, parce que, on est beaucoup plus dans l'évaluation du fait, et 2, c'est principalement des questions d'appréciation souveraine. Et la dernière chose que tu m'avais dit, je te rappelle tous les trucs pour lancer la conversation, la dernière chose que tu m'avais dit, c'est que tu m'avais dit, de toute façon, il y a une vraie difficulté sur ce droit pénal comme ça, parce que normalement, le droit, c'est des règles pour trancher un litige entre deux parties égales. Et le droit pénal, t'es pas dans ce cas-là. C'est dans le cas de quelqu'un qui est contre l'État. Et la question juridique, c'est la question de savoir si, en gros, l'État respecte bien son manuel, quoi, dans la poursuite du... Ce qui n'est pas du tout la même chose. Tu m'expliquais, c'est pas du tout pareil que deux parties, deux voisins, où il n'y a aucune raison de trancher pour l'un ou l'autre, et c'est là vraiment qu'il y a du droit. Et là, ça a été vraiment un déclic pour moi. D'un coup, j'ai beaucoup mieux compris ces problèmes d'autonomie, parce que j'ai compris qu'il y avait un problème d'exemple, qui n'était pas du tout que l'exemple sur lequel moi je m'appuyais pour comprendre l'autonomie du droit n'était pas du tout le même que celui sur lequel toi tu t'appuyais, ou celui sur lequel des gens comme Dworkin, je ne sais pas quoi, j'imagine, s'appuyaient. Et donc voilà, donc je te relance sur ça. Qu'est-ce que toi tu te rappelles de ces thèmes-là? Déjà, tout ce que tu as dit, c'est très riche. Oui, je me souviens de ces discussions. Là, je vais reprendre la plupart des choses que tu as dites et à apporter un éclairage. Alors déjà, sur l'autonomie du droit pénal en particulier, je dirais que là où l'autonomie du droit pénal, on peut en douter, c'est qu'effectivement, sur l'exemple des comparutions immédiates, c'est beaucoup mieux, à mon avis, expliqué par la sociologie ou par des études ethnographiques que ça le serait effectivement par les règles du code pénal. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais cela me semble aussi tenir au fait que, de façon générale, le droit n'est pas une science sociale au sens où il n'est pas empirique, mais il procède plutôt par abstraction. C'est-à-dire que, comme l'économie, par exemple, il va prendre des objets qu'il va reconstruire en fait dans sa propre théorie. Et que donc l'autonomie, c'est pas tant l'autonomie du fait social, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des faits sociaux qui seraient juridiques, mais c'est plutôt en fait une certaine manière de les conceptualiser et de les traiter. Donc du coup, aujourd'hui, à la suite de toutes nos discussions, parce que ça m'a influencé aussi, j'ai la conviction aujourd'hui que le modèle empirique, le modèle épistémologique des sciences empiriques n'est pas pertinent pour comprendre le droit, et qu'il faut plutôt pencher vers un modèle que moi j'appellerais, à défaut de termes consacrés, analytique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment considérer le droit comme un discours, l'analyser, le décomposer,
comprendre en fait ces objets. Quand est-ce qu'il est cohérent, quand est-ce qu'il n'est pas cohérent. Voilà, c'est-à-dire l'analyser comme un langage, c'est-à-dire que pour moi l'épistémologie des mathématiques, c'est beaucoup plus éclairant pour comprendre ce qu'est le droit. Comme du code informatique, tu dirais. Exactement, oui, parce que c'est un langage, le code informatique aussi. Oui, exactement, donc d'où le point de vue interne qui est important. Ouais. Parce qu'un code informatique, il faut le comprendre d'un point de vue interne, comprendre sa syntaxe, son organisation, comment ça connecte. Et bien entendu, ensuite, le code informatique, il a des applications dans le monde réel, il a un contexte, il s'inscrit dans des stratégies, on ne choisit pas n'importe quel code pour faire n'importe quoi. Voilà. Donc là, et c'est la même chose pour moi en droit pénal. Donc ça, je voulais préciser ça. Alors, l'autre spécificité que me paraît présenter le droit pénal, ça j'ai essayé de l'expliquer dans le Que sais-je sur le droit civil, que j'ai publié en 2019, je crois. Ce que j'ai montré, c'est qu'à Rome, et ça j'ai mis du temps pour le trouver parce que c'est pas vraiment explicite dans les manuels d'histoire du droit pénal, c'est qu'à Rome, le droit pénal n'existe pas comme action autonome. C'est-à-dire qu'il y a des peines, on peut demander des peines devant le juge, mais c'est la partie privée qui les demande. Okay. Voilà. Donc par exemple, le furtum, le vol, il va y avoir une restitution, alors je ne sais plus combien c'est au triple ou au quadruple, je ne me souviens plus exactement, mais c'est la personne lésée qui, aujourd'hui on dirait la partie civile, c'est la partie civile en réalité, elle est civile parce qu'il n'y a que du droit civil en fait à Rome, qui demande la peine. Et pour moi, le véritable point de bascule du droit pénal, et qui fait que d'ailleurs il y a eu la question pendant un certain temps de savoir si c'était du droit privé ou du droit public, le droit pénal. On l'a oublié cette question. Mais pour moi, le point de bascule, c'est que le modèle du procès entre particuliers, qui est pour moi un rapport horizontal, il devient vertical. C'est-à-dire que c'est l'État qui se comporte comme une partie au procès, d'où le procureur de la République, d'où le fait qu'il utilise les formes de la procédure, etc. etc. Et tout ça, ça reste, on va dire... cette forme-là, elle va se fixer à la Révolution française, et jusqu'alors, ça va rester en concurrence, même avec les lettres de cachet. Les lettres de cachet, ça reste encore très très longtemps. Donc, c'est toute une forme de légitimation de l'action de l'État par la procédure. Ouais, bien sûr. Et du coup, ce qui me paraît aujourd'hui vraiment central dans le droit pénal, par exemple, pour reprendre l'exemple de la comparution immédiate, où il ne reste plus beaucoup d'arguments proprement juridiques, c'est-à-dire techniques, fondés sur des textes, c'est que la seule chose qui reste, c'est la procédure. Oui, tout à fait. Voilà. Et respecter les délais, est-ce qu'il a bien un avocat, est-ce que la personne a été convoquée, et tout ça, c'est... Ouais. Et or, la procédure, à l'analyse, avec le recul, ça me semble être le moyen propre du droit. Oui, d'accord. Donc, il reste bien ce noyau dur du droit. C'est pour ça que maintenant, je m'intéresse de plus en plus à la procédure. Parce que la procédure, c'est le seul domaine du droit, d'ailleurs, où les concepts ne renvoient à rien de concret. C'est-à-dire que toutes les infractions, elles renvoient à des faits dans le réel. Le contrat, ça renvoie à un échange économique. La famille, ça renvoie en fait à un groupement de personnes. La propriété, ça renvoie en fait à un usage qu'on a sur les choses. Mais par exemple, mettons la compétence. La compétence, c'est un concept qui n'existe que dans la pensée. C'est le concept en fait qui crée la délimitation des pouvoirs comme la compétence. Même chose pour la prescription. La prescription, c'est un délai qu'on a arrêté de manière plus ou moins arbitraire, discrétionnaire à un certain temps, pour différentes raisons. Mais donc, la procédure, elle a ceci de particulier que ces concepts sont en quelque sorte des concepts purs. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, juste 2 points sur ça. Déjà, Pierrette Poncela, qui est une des grandes pénalistes en France, dit la même chose que toi. D'accord. Elle dit que sur le pénal, c'est la procédure qui est vraiment juridique, quoi. C'est ça qui est intéressant. Elle dit la même chose déjà plusieurs fois. On a eu cette discussion. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est très intéressant sur la procédure, c'est que on ne voit pas la juridicité apparaître de la même manière parce que quand la procédure est respectée, c'est justement là qu'il n'y a pas de litige. Tu vois ? Donc le fait qu'il n'y ait pas de nullité qui soit soulevée ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droit. Parce que ça veut dire que justement on a bien respecté la procédure. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc il y a quelque chose qui invisibilise le droit, en gros, c'est que le fait que les gens respectent bien la compétence, respectent bien la prescription, respectent bien les délais pour la garde à vue, machin, etc., fait qu'on ne voit pas ensuite, en tant qu'observateur de terrain, avocat, etc., on ne voit pas les litiges apparaître, et donc on a l'impression qu'il n'y a pas de droit.
Oui, oui. Alors que... Parce qu'il n'y a pas de contentieux sur voilà, parce ces qu'il n'y a pas de points-là. contentieux. Oui, d'accord. Oui, Exactement. oui. Et donc c'est très intéressant parce que j'avais jamais remarqué ça. Le fait qu'en comparution immédiate, on soulève quasiment jamais une nullité de procédure. Donc on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas de problème de procédure, mais sauf que la procédure est très importante. Non, mais c'est juste qu'elle est très bien respectée. Bien sûr. Et donc la preuve que le droit joue un rôle très important. Complètement. En fait, je dirais que la différence qu'il y a, alors pour reprendre en fait ce que tu disais, c'est du fait, c'est de l'appréciation souveraine, c'est que dans la comparution immédiate, le juge, il a beaucoup de pouvoir parce que les concepts qu'il met en place n'ont pas de véritable définition. Oui, ça. Et donc les définitions sont souvent circulaires. La violence c'est définie par personne. Je veux dire, la définition souvent s'arrête à un stade où... Ouais. Voilà, mais je veux dire, non seulement il n'y a pas de définition très claire, mais comment dire, il y a aussi... il n'y a pas de précédent non plus. C'est-à-dire que le principe de la comparution immédiate, c'est que les décisions, on ne peut pas les réutiliser dans d'autres affaires. Ouais. Donc, du coup, c'est plus un raisonnement sur des espèces que sur des cas. Donc, il n'y a pas de caractère réitérable. Ouais. Et donc, c'est ce qui, pour moi, empêche le fait de voir apparaître vraiment un raisonnement juridique qui oblige le juge à respecter les précédents. Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'une pratique des avocats de permanence dans les comparaisons immédiates sont de comparer les cas de la journée. Ah ben voilà, oui, à la fin de la journée, à la fin de la journée, de dire ce monsieur-là il a eu 1 an et demi et le mien ce qu'il a fait c'est moins grave et il a un meilleur casier donc 1 an. Tu vois, et ça c'est très intéressant parce qu'évidemment comme il n'y a aucune trace de la plupart de ces débats, etc., et du coup ça fait une jurisprudence journalière quoi. C'est très intéressant effectivement. Ça je l'ignorais. C'est un truc qu'il faut voir sur le terrain aussi. Oui, c'est quelque chose à voir sur le terrain et ça m'évoque en fait un parallèle. Avec moi, une question que les sociologues en fait posent souvent, c'est le fait qu'on n'ait pas de traces écrites dans les sociétés dites, on va dire, primitives, mais pas au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire les traditions orales. Voilà, qui est des sociétés en fait des traditions orales. Le fait de savoir, est-ce qu'elles peuvent avoir du droit si c'est purement oral. Bien, moi, je pense que c'est remplacé. La clé, en fait, c'est la mémoire. C'est-à-dire que l'écrit, c'est juste une mémoire plus stable. Que la mémoire du sage, et on sait que dans beaucoup de sociétés africaines, on a le proverbe un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, parce qu'en fait, effectivement, on est dans une société avec une tradition orale. Les gens apprennent beaucoup de choses par cœur. Exactement, ils apprennent beaucoup de choses par cœur, ils ont de grosses facultés de mémorisation, et donc ce qui explique qu'il y a la figure, effectivement, du sage, qui a l'expérience, mais qui a aussi la mémoire, et qui n'a pas la mémoire des cas, j'allais dire, sur la journée, mais sur toute une vie. Mais là, c'est ce qui est très intéressant, je trouve, d'un point de vue à la fois théorique et ethnographique, c'est de voir qu'en fait, ce procédé-là, il se retrouve à l'échelle micro pour la comparution immédiate. C'est-à-dire que le fait d'essayer d'avoir des comparaisons entre les cas de la journée, c'est une tentative de réinterpréter juridiquement ce qui échappe au texte. Ça montre à quel point c'est intrinsèque à ce que c'est que la justice, quoi. C'est vraiment, il y a un truc intrinsèque à ce que c'est la justice qui est qu'il faut qu'on juge pareil, quoi. Ça, c'est un espace, c'est tout un truc. Mais ça montre que même si les conditions ne sont pas là pour que ça soit fait selon les règles de l'art, ça revient. C'est vraiment, ça revient comme c'est ça que les gens sentent comme étant la justice, quoi qu'il arrive, quoi. Oui, je pense qu'on le sent de manière intuitive. Moi, je prends souvent les exemples pour les étudiants, ça leur parle tout le temps sur la notation. C'est-à-dire qu'en fait, on compare des copies. Et l'argument qu'ils ont, c'est j'ai la même copie, pas la même note. Donc, en fait, il faut traiter les cas semblables de façon identique. Et que c'est l'accord minimal pour moi qu'on peut avoir sur la justice. C'est-à-dire, je dirais comme c'est Lyotard, alors je ne sais plus comment elle s'appelle cette œuvre en fait, où il parle, je ne sais pas si ça s'appelle pas le désaccord, enfin je ne sais plus. Je crois que c'est le désaccord. C'est le désaccord, je ne veux pas dire de bêtises. Donc dans cet ouvrage, en fait, il explique la différence entre le désaccord et le malentendu. Il dit, pour qu'il y ait désaccord, il faut déjà partager des règles communes. Donc si on ne partage pas le principe de non-contradiction, mais c'est un malentendu. C'est-à-dire que chacun parle, mais on ne parle pas de la même chose. Et je crois que cette règle-là, elle est intuitivement perçue. C'est une espèce de règle de grammaire du discours juridique. Et les juges qui sont des juristes, les avocats qui sont des juristes, malgré tout, ils y reviennent en fait tout le temps. Alors ça ne les empêche pas, ça ne les empêche pas d'être soumis à des déterminismes sociaux, idéologiques, etc. Mais, en revanche, selon moi, ça exerce quand même une contrainte en termes de justification.
C'est-à-dire que lorsqu'on voudrait prendre une autre décision, ça conduit à devoir parfois justifier la décision différemment, et parfois on n'a pas les ressources pour le faire. Là, si on reprend l'exemple de la mémoire d'écart dans la journée, le magistrat qui aurait mis en fait une peine moins lourde pour un cas semblable, enfin pour un cas moins grave que celui qu'on défend en tant qu'avocat, il serait quand même cognitivement gêné, même à titre personnel, pour... ne pas pouvoir marquer quelque chose dans la motivation. Voilà, alors il n'est pas obligé de le faire là, dans le cas-là, puisqu'en fait ça se motive, c'est vraiment de l'appréciation souveraine, mais ce qu'on voit, c'est que ça pèse malgré tout. Là, pour le coup, on a un déterminisme, moi, qui me semble intéressant, qui n'est plus un déterminisme social, mais qui est un déterminisme culturel, c'est-à-dire qu'il a la culture du droit, et donc dans sa qualité de juriste, ça le dérange, alors que peut-être un homme politique, qui est plus habitué à la rhétorique, ça ne dérangerait peut-être pas de se contredire. Et en même temps, la première critique qu'il y a eu des juridictions pénales au XXe siècle, c'était la différence d'un juge à l'autre. Ce qui là, du coup, montre toujours que ce problème-là, tu vois, dès les années 1920, les premières études de sentencing, jusqu'à celles qu'on a faites avec Oren Azoulay, qui montraient une différence du simple au double, en taux de mandat de dépôt, du simple au double, t'imagines, sur 500 affaires, il y en a qui mettaient 35% et d'autres 70% de gens en prison. Et c'est des affaires aléatoires, du coup, vu qu'ils sont pas spécialistes, donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui ait des affaires plus sévères que d'autres. Tu vois. Et c'est quelque chose, ça qui est une des constantes des études de sentencing, en gros, depuis un siècle maintenant, on montre ça. Et donc c'est très intéressant parce que ça montre que en fait, le côté évanescent, en quelque sorte, de cette justice qui est très orale, avec ses concepts très flous, etc., fait que la juridicité, je sais pas quoi, se retrouve à un niveau qui doit être lié à la personne, en gros. C'est-à-dire que la jurisprudence du juge intel, mais en revanche, l'injustice, d'abord le juge intel plutôt que le juge machin, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a toujours... Moi, j'avais un avocat pénaliste, quand j'ai fait l'école des avocats, qui nous parlait en fait à Aix d'un juge qu'on appelait le juge à doubler les peines. Et que les avocats qu'il connaissait faisaient semblant d'oublier une pièce de procédure. Pour pas tomber sur lui. Oui, pour pas tomber sur lui, il repassait dans la file d'attente pour faire nommer en fait un autre juge. Et c'est connu qu'en matière de détention provisoire, il y a des... Comme les policiers peuvent savoir quel juge va être saisi en fonction de quand ils font la garde à vue, c'est connu qu'il y a certains juges qui sont plus saisis quand on sait qu'ils sont en permanence, parce qu'on sait qu'ils mettent systématiquement la détention provisoire. Il y a même eu une jurisprudence sur ça. Il y a même eu et ça a été jugé comme pas un problème d'impartialité, parce que les avocats avaient attaqué en disant c'est pas possible, ils donnent 100% de cas à raison, et donc ça doit être un problème d'impartialité, et la Cour de cassation avait répondu le fait que la décision soit prévisible ne montre pas qu'elle n'est pas impartiale. D'accord, ok. Bon. Et donc, parce que c'est un phénomène qui est connu, c'est-à-dire qu'on peut les reconnaître à leur agenda, tu vois, qu'ils ont plus d'affaires que les autres. Oui, mais ça, effectivement, c'est de la stratégie, je dirais. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de transport. On voit qu'il y a une question de localité. C'est-à-dire que dans le même juge, dans certaines localités, une journée de comparution immédiate avec la même formation, eh ben, on a ces questions de précédents et machin qui reviennent. Et puis on voit qu'il y a une certaine façon d'effacer ce problème, d'effacer cette, tu vois, de casser en gros ce truc en changeant de magistrat, changeant de journée, parce qu'il n'y a pas de traces. Oui, à la rigueur, il faudrait que la distribution elle soit aléatoire comme les affaires. Par exemple, ouais. Oui. Tu vois comment les problèmes peuvent être résolus par de la... Alors, je dirais, toujours pour rester toujours sur le droit pénal, ça m'évoque deux autres remarques. La première, elle est théorique, c'est qu'on s'aperçoit que le droit n'est pas monolithique, mais qu'on peut le penser par degrés. C'est-à-dire qu'on peut juridiciser plusieurs décisions. Micro-décision, je ne parle pas de la décision finale, mais par exemple, la procédure, on est d'accord, c'est, on va dire, le cœur, le noyau du droit. Et on voit que dans la comparution immédiate, en fait, ce qui manque, ce serait de juridiciser d'autres éléments de la discussion, d'autres critères qui seraient utilisés. Voilà. Et que là, si on fait la comparaison avec le droit des obligations, justement, parce que tu la faisais en introduction, c'est que le droit des obligations, pourquoi en droit privé c'est considéré comme le cœur du droit privé, qu'il a une place extrêmement importante à l'agrégation des facultés de droit, parce que déjà c'est le droit le plus pérenne, il porte sur les objets les plus objectifs, qui sont les échanges économiques, des relations arithmétiques, et il illustre le mieux ce pourquoi le droit il est initialement conçu, c'est-à-dire faire des partages.
rendre à chacun le sien, enfin, comme dans une succession, donc en gros la justice distributive et la justice commutative. Et pour les privatistes, pour les civilistes, le modèle du droit, c'est le droit des obligations. Et donc forcément, quand on compare le droit des obligations, où il y a tout qui est juridicisé, de la procédure jusqu'aux critères de décision les plus fins, quand on le compare au droit pénal, par comparaison, le droit pénal, on a l'impression qu'il est factuel, que c'est pas du droit, etc. Non, mais moi je pense que... Mais c'est-à-dire que du coup, je comprends de ce que tu dis, que en fait, le droit des obligations est forcément juridique, parce que c'est soit il y a du droit des obligations, soit il n'y a pas de droit, et à ce moment-là, c'est des échanges... c'est juste la loi du plus fort en gros, c'est des échanges. C'est réglé par d'autres voies, comme des voies politiques, des pressions, des mesures de rétention, parce qu'on pourrait dire par exemple, si j'ai pas recours aux tribunaux, je peux arrêter de me fournir chez un fournisseur, donc lui mettre en fait une pression économique, donc c'est un moyen politique, mais là c'est plus un moyen juridique. Et alors que le droit pénal, en fait, ce qu'on comprend, c'est que tu as initialement une forme une violence organisée de l'État pour se protéger, qui progressivement peut se juridiciser de plus en plus, et on ne sait pas quelle est la limite de cette juridisation. C'est-à-dire que le fait d'avoir l'avocat en garde à vue maintenant, par exemple, c'est un aspect en plus qui permet de vérifier que certaines règles sont respectées, etc., mais qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Et donc, alors que le droit des obligations, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il pourrait être plus ou moins, tu vois, juridiciser. Je vais te donner un exemple, parce que le juge, il pourrait statuer en amiable compositeur. C'est-à-dire qu'on pourrait garder que la procédure, on saisit le juge, mais on pourrait lui dire, vous appliquez pas les précédents. Là, et c'est le cas quand même devant les tribunaux de commerce encore. C'est-à-dire que les juges consulaires, ils raisonnent beaucoup en fait. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, par exemple, je prends un exemple tout bête, il y a un litige sur un contrat de franchise. Le juge consulaire qui est un commerçant, il va avoir de la réticence à résilier le contrat de franchise. Parce qu'il va se dire, la personne, elle n'a pas payé 2 échéances du contrat de franchise, mais il faut quand même que son commerce, il continue à tourner. Donc, en gros, je vais la condamner à payer les 2 mois, mais alors que dans le droit civil, une inexécution, il n'y a pas de petite ou de grosse inexécution. La résiliation, s'il y a une clause dans le contrat en plus qui la prévoit, normalement le juge devrait la prononcer. Et les juges consulaires, ils vont avoir tendance justement à privilégier l'impact pratique de leur décision, et donc par exemple ordonner la continuation du contrat de franchise. Alors que les juges en appel, eux, ils vont déjà ils vont appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation, et s'ils voient que leur arrêt risque de se faire casser, ils vont prononcer la résiliation. Donc, malgré tout, il y a une, différence de raisonnement possible. Tu peux avoir, pareil, différents degrés. Plus tu imposes, en fait, cette règle-là à différents niveaux. Oui, je pense que ce qui empêche le droit pénal de trop se juridiciser, encore que, moi, ce que j'avais noté, alors je ne suis pas l'actualité de la recherche en droit pénal, parce que c'est un monde en soi, mais il me semble qu'il y a déjà quelques années, on oblige maintenant à motiver les peines. Voilà. Et pour moi, par exemple, c'est un bon exemple de juridicisation. C'est-à-dire que là, parce que si on commence à motiver les peines, ça signifie qu'on va pouvoir faire appel aux précédents. Et d'ailleurs, de la même manière que la comparaison que tu viens de faire avec les tribunaux de commerce, ça va avec des jurys plus professionnels. Et c'est pas les cours d'assises, comme on appelle ça, les cours criminels. Les cours criminels. Oui. Donc on peut voir les parallèles facilement. C'est si on met des juges professionnels, ça veut dire davantage de mémoire. De mémoire. Oui, davantage de mémoire. Tandis que par définition, si on est un citoyen tiré sur les listes électorales, c'est très peu probable qu'on repasse aux assises comme juré plusieurs fois. Ça peut arriver, mais enfin c'est peu probable. Et ce qui est intéressant, c'est que le jury citoyen était une autre façon d'atteindre le même objectif général qui est la légitimité. Oui, complètement. Donc, soit tu peux être légitime parce que tu dis non, mais on fait toujours la même règle, donc c'est légitime, cette décision-là est légitime vu qu'elle est dans la suite de celle d'avant. Soit tu es légitime en disant non, mais c'est démocratique. Et donc c'est légitime parce que c'était un tirage aléatoire au sort de la population. Et c'est intéressant de voir que tu as deux moyens d'atteindre le même but. On rappelle que c'était la conclusion du premier podcast, qui était que le but du droit est de légitimer l'exercice du pouvoir. Complètement. Mais alors, ce que tu viens de dire, pour moi, c'est extraordinaire parce que
ça fait le lien avec la deuxième remarque que je voulais faire sur la politique pénale. En fait, ce que tu viens de dire, c'est que on peut légitimer une décision de manière politique ou juridique. Parce que le fait de faire appel au peuple, c'est une manière de reconnaître la légitimité populaire. Donc c'est plus un argument politique qui tient à la souveraineté qu'un argument juridique. Et là, on est en train de voir qu'on bascule plutôt vers une juridicisation, une technicité en fait plus grande. Et d'ailleurs, c'est une raison. Je pense que c'est un mouvement très général de la société. Je pense aussi, et moi je me souviens, alors mes vieux cours de droit pénal que j'avais ici à la faculté, où l'appel n'existait pas encore pour les cours, donc avant les années 2000, ça n'existait pas pour les cours d'assises, ou alors ça a dû être fait juste avant les années 2000. Enfin, moi, quand j'ai eu mes cours de droit pénal en 97, ça n'existait pas encore. Et le professeur nous expliquait que c'était la légitimité justement populaire et que donc du coup on faisait pas appel de ça non, parce que c'est pas faire appel. Voilà, on pouvait pas faire appel. Bon. Et pourquoi le droit pénal résiste pour moi, par exemple, pour le cas de la comparution immédiate, qui est l'exemple qui nous sert de fil rouge, c'est que la comparution immédiate, c'est aussi l'effet d'une politique pénale. Et que pour mener en fait une politique, il faut quand même avoir relativement les mains libres. Donc au plus on politise le droit, au plus on va chercher justement à éviter d'être lié par nos décisions antérieures. Parce que si on est trop lié par nos décisions antérieures, on aura un champ d'action qui va sans cesse se rétrécir. Et à ce sujet, j'aimerais juste faire une comparaison avec la pratique des procès-verbaux. C'est-à-dire que quand en fait on fait une réunion, on fait une assemblée, les juristes à la fin ils font un procès verbal. Mais pourquoi ? Pour avoir la mémoire de ce qui a été décidé. Bien sûr. Et donc c'est l'inverse d'une réunion politique où à chaque réunion, imagine une réunion de syndicalistes, on n'a pas fait de procès verbal, donc en fait on peut exactement décider l'inverse de ce qu'on a décidé un mois auparavant. Donc le réflexe formaliste, c'est vraiment un réflexe pour moi juridique. Et donc on en vient à quelque chose de très général, qui est vraiment, il y a ce rôle du droit qui est de ralentir l'innovation, en gros. Ah oui, totalement. Qui est vraiment très important. De stabiliser. De stabiliser, tout à fait. Oui, bien sûr. Et on voit que c'est vraiment, en gros, maître de la juridicité, ça veut dire ça. Et ça veut dire, par exemple, on l'a vu plusieurs fois ces 20 dernières années, dans les politiques pénales, que quand on a d'un coup une folie sur faut interdire les burkinis ou je sais pas trop quoi, d'un coup il y a des règles qui commencent à empêcher ceci, empêcher cela, parce qu'on peut pas tout faire. C'est juste un oiseau qui passe là. Parce que on peut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des trucs, la loi qui avait été faite sur la burqa, elle a dû être écrite d'une manière pas possible, parce que c'était pas possible d'interdire les trucs comme les gens voulaient les interdire. Tu vois, il y a un certain nombre de... Quand il y a des mouvements politiques très forts, souvent que nous on qualifierait de mouvements populistes, quoi. C'est des trucs qui viennent d'un coup, mais la tradition juridique se méfie de ces trucs et empêche d'une façon ou d'une autre que ça arrive, et ça on voit vraiment le rôle du droit dans ces moments-là. Ce que tu dis là, ça m'évoque quelque chose de fort, c'est que on voit très bien qu'une volonté politique ou un mouvement populiste, par exemple prenons sur le burkini ou sur le voile, parce que ça a été aussi le cas, le voile en fait, je pense au lycée, ils ont pris une loi nationale pour que ce soit interdit dans les lycées, c'est que le fait de mettre des règles soit écrit, ça ouvre vers une autre façon de raisonner qui est casuistique. C'est-à-dire qu'on va commencer à se poser des questions sur la longueur du voile, est-ce que ça couvre ou pas en fait les oreilles pendant les examens. Donc ça change complètement la manière de raisonner, et surtout ça ouvre en fait des stratégies, même pour ceux qui portent le voile. C'est-à-dire jusqu'où je peux me voiler, comment je peux m'habiller pour que ce soit pas considéré comme un voile. Donc on joue avec la règle. Et donc, du coup, on raisonne de manière beaucoup plus stratégique et de manière différente. Mais c'est aussi un effet du droit pour moi, c'est que, du coup, en jouant avec la règle, ça canalise l'émotion. C'est-à-dire que ça focalise l'attention sur la règle, et donc, en quelque sorte, ça rationalise le problème. Enfin, pas le problème, mais disons, ça rationalise le traitement du problème, soyons plus modérés, ça rationalise le traitement du problème. Tandis que si on n'avait pas la règle, on serait encore dans un débat de type politique, peut-être beaucoup plus polarisé,
Et avec beaucoup plus justement d'argumentation sur le fait divers, sur des exemples, alors que la casuistique régule elle-même le phénomène. On en revient toujours aussi, pareil, ça permet comme ça de conclure ces 3 premiers épisodes là, sur ce même thème d'autonomie comme ça tout le long, qu'une des clés vraiment, pour moi, qui m'a vraiment permis de comprendre ce que tu disais sur ce point-là, et vraiment à quoi la théorie du droit permet vraiment de comprendre ça, c'est que c'est pas parce que on peut être déçu de voir de la politique arriver à écraser certaines traditions juridiques, en gros, que la tradition juridique ne fait rien. Voilà. C'est pas tout ou rien. Oui, voilà, c'est pas tout ou rien. Et c'est pas parce que on voit une telle disproportion de pauvres qui ont les peines les plus lourdes dans le droit pénal que ce n'est que la loi du plus fort. Alors c'est exactement. C'est beaucoup la loi du plus fort. C'est beaucoup. Et je fais partie des gens qui ont le plus sorti les statistiques sur ça en France, etc. Mais c'est pas que ça. Il y a un certain nombre de barrières qui sont faites. La question qui est de savoir à quel point ces barrières sont effectives par rapport à la légitimité qui est gagnée. Tu vois, qu'est-ce que tu payes comme prix par rapport à ce que tu as comme bénéfice. Il y a un coût quand même. C'est une question. Il y a un coût. Voilà. Oui, cette question après elle est évidemment empirique, donc elle est. Bien sûr, elle est en suspens. Complètement. Elle est en suspens. Mais on peut pas dire que tous ces trucs-là n'ont servi à rien. Non, c'est pas neutre. Juste à voir toutes les réformes qui n'ont pas réussi à passer. Oui, mais ce serait comme dire dans les 20 dernières années. Ce serait comme le fait de dire que les fautes de français annihilent la grammaire. Non, c'est pas le cas. Et puisqu'en fait là c'est la période du foot, j'aimerais terminer par prendre un exemple de football. C'est pas parce que Maradona a marqué un but avec la main que le football se joue avec les mains, ou que ça annihile en fait les règles de football. Et d'ailleurs la comparaison avec le football elle est assez intéressante, parce que qu'est-ce que c'est un arbitre dans un match de football? C'est quelqu'un qui a la mémoire des cas le temps du match. Il est tenu lui aussi à une exigence de justice. C'est-à-dire, et le premier coup franc qui siffle donne en fait une mesure des fautes finalement qui est possible de faire dans le match. Bon, très bien. Allez, écoute, on s'arrête là. Allez, ça va.